Et oui, chacun souhaite un confort optimal chez lui, faire les meilleurs choix en termes d'occupation d'espace, hein, quand il s'agit même de commerce, de bureaux, de la construction aux premiers aménagements. L'immobilier n'a de cesse de se réinventer. La pandémie, d'ailleurs, a changé notre vision du quotidien et le rapport que nous avons à l'immobilier. Eh bien, des entrepreneurs ont pris à bras-le-corps les problématiques de la transition écologique et toutes ces nouvelles problématiques pour offrir des solutions aux constructeurs qui veulent décarboner. Parmi celles-ci, les startups Axenta, Ecodrop, Oga, Vestac, Zeom, qui vont pitcher chacune à leur tour. Pour ouvrir le bal, eh bien, j'appelle Yann Useglio, directeur marketing d'Axenta. Merci de me rejoindre. Axenta, c'est une belle petite musique pour que vous dansiez devant tout le monde. Merci de nous rejoindre, Yann Useglio. Axenta, c'est une start-up de stockage géothermique qui vient de lever 108 millions d'euros pour décarboner l'immobilier professionnel. Plus personne ne doute de la géothermie, on vient d'en parler dans la table ronde. Vous nous présentez votre solution de rupture alliant géothermie et intelligence artificielle. C'est à vous. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour l'introduction. J'ai la chance finalement de pouvoir rebondir sur des choses qui ont été dites. Donc je ne vais rien inventer, il y a beaucoup d'intelligence collective. Donc le constat, et désolé, j'ai manqué un peu l'introduction, les conférences du début, mais j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes, c'est effectivement que le bâtiment, bien sûr, est un des gros contributeurs en termes de consommation énergétique et d'émissions de carbone, en général le deuxième dans les classements. Et quand on s'intéresse au bâtiment, l'éléphant dans la salle, et vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur, ça reste les consommations thermiques, en particulier le chauffage. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on cherche à réduire les consommations et à décarboner, on doit se poser la question de, quelque part, d'éliminer le recours aux énergies fossiles. C'est pas évidemment pas un sujet nouveau, c'est connu depuis extrêmement longtemps, et là où le bas blesse, c'est que si ça avait été si simple à traiter, réglementation après réglementation, plans gouvernementaux après plans gouvernementaux, on l'aurait déjà fait. Donc je vais être extrêmement succinct, de toute façon on n'a pas le choix et j'essaie d'être clair et de ne pas rentrer dans des aspects trop techniques, mais il y a deux aspects que je vais traiter. Le premier, c'est l'aspect coût, évidemment. Quand on s'intéresse aux solutions qu'ont à disposition tous les acteurs qui sont aujourd'hui incités, notamment par la réglementation, à passer à l'action, on se rend compte que la palette d'outils, il n'y a pas forcément eu beaucoup de nouveautés ces dernières décennies, ce qui veut dire que basiquement on se fixe des objectifs ambitieux avec une palette de solutions qui n'a pas beaucoup changé et dont le défaut principal, et ça a été cité plusieurs fois, c'est évidemment le coût. Et ce pour différentes raisons. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que à partir du moment où vous avez des solutions qui sont coûteuses, vous vous exposez à un certain nombre de risques. Le premier d'entre eux étant que vous pouvez investir, que ce soit le propriétaire du bâtiment, et quelles que soient les modalités de financement d'ailleurs, et finalement travailler sur des hypothèses et ne pas avoir les performances au rendez-vous. Donc potentiellement, ce sont des risques financiers qui sont colossaux pour l'État, bien sûr, qui est aujourd'hui un gros contributeur, mais également pour tous les bailleurs privés. Donc notre contribution à ce contexte-là, c'est effectivement une approche autour de la géothermie. Vous l'avez très bien dit, aujourd'hui c'est une énergie qui a beaucoup de potentiel. Moi qui ai passé une grande partie de ma carrière dans le photovoltaïque, je me dis c'est un petit peu l'équivalent. On a dans le solaire, on a un réacteur nucléaire à 150 millions de kilomètres. Ben finalement, plutôt que de regarder le ciel, où il y a de très belles choses par ailleurs, il faut qu'on se mette à regarder un petit peu sous nos pieds, parce que à 100 mètres, là, sous nos pieds actuellement, il fait 15 degrés toute l'année, et finalement c'est plus chaud que l'air extérieur en hiver, donc il y a des belles choses à faire, et puis c'est plus frais que l'air extérieur en été. On en a parlé, il y a des sujets de rafraîchissement. Donc notre contribution à ce secteur de la géothermie, c'est que on a inventé une technologie qu'on appelle géostockage. C'est un gros mot pour finalement quelque chose qui est assez élégant. C'est que pour apporter un côté industriel et scalable à la géothermie, en fait, on va utiliser le sous-sol comme une batterie. C'est-à-dire, classiquement, la géothermie, vous allez prendre de l'énergie.
Nous, on va l'utiliser comme une batterie, c'est-à-dire qu'avec des cycles de charge et décharge, ça a l'élégance de nous permettre en fait de capter une énergie solaire et thermique abondante l'été, pour pouvoir l'utiliser l'hiver, et inversement avec la climatisation, vous n'aura pas échappé, que c'est un peu là où le bas blesse pour l'énergie thermique, c'est qu'elle n'est pas présente au bon moment. Et en fait, on a une magnifique batterie sous nos pieds, déjà construite, on n'a pas besoin d'aller retirer de la matière, si ce n'est de faire quelques petits trous. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails techniques, bien sûr, je pense que ça n'a pas de sens sur cette durée-là. Et en fait, là-dessus, on a mis une couche d'intelligence artificielle qui est en fait finalement le cœur de notre ADN. On est quand même issu de travaux de R&D de laboratoires, notamment d'écoles d'ingénieurs. Et en fait, ça va nous permettre, à une situation donnée, d'aller combiner un certain nombre d'énergies. C'est la beauté des algorithmes, c'est de réaliser des optimisations sous contrainte. On prend un bâtiment, on va y mettre de la géothermie, bien sûr, mais en fait, on va combiner souvent avec d'autres choses, parce que le challenge de la géothermie, c'est ce qui coûte cher, c'est de faire des trous. Donc si on veut réduire son coût, la rendre plus abordable, il faut se dire comment je fais pour réduire le nombre de sondes. Donc ça, c'est finalement ce qu'on a fait. Et ça nous permet de maximiser les CAPEX, donc de rendre la technologie plus accessible et de maximiser derrière les performances qu'on peut obtenir. La beauté de la géoénergie et de ce qu'on fait, c'est que en fait, on va être capable d'aller chercher, par rapport à une situation standard où vous avez un bâtiment qui consomme du gaz, jusqu'à moins 80% d'économie d'énergie et 95% de décarbonation. Ce qui va nous permettre en fait de redéfinir le ratio performance-coût historique des solutions de rénovation énergétique pour être de 4 à 10 fois moins cher. Donc c'est la beauté de l'effet thermodynamique et c'est quand même l'unicité de cette solution. Donc ça, c'est une première réponse qui est technologique pour dire comment j'apporte une nouvelle corde à l'arc de tous les acteurs qui sont actifs aujourd'hui sur le marché pour trouver des solutions, pour les mettre en œuvre surtout. Et le deuxième point, il est sur l'aspect finalement modèle économique. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'industrialisation, sur le financement. Et finalement, on participe de cet élan collectif, de changement de modèle et d'introduire dans l'énergie thermique des choses, en tout cas de généraliser des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, c'est-à-dire de passer d'une logique de solution, c'est-à-dire je vous vends un système, quel qu'il soit, et puis sur la base d'hypothèses. Oui, mon système est censé faire X% d'économie d'énergie, et après passer le bébé à quelqu'un d'autre, à une logique plutôt servicielle, de dire je ne vous vends pas un système, mais je vous vends des économies d'énergie garanties. On en a parlé, il y a des logiques de tiers financement, bien sûr, qui vont enlever cet aspect complexe et risqué, de manière à ce que un propriétaire de bâtiment n'ait pas à supporter lui-même l'investissement. Mais au-delà de ça, en fait, c'est de développer un modèle d'énergéticien qui prend ses responsabilités, qui va consister finalement à investir dans les infrastructures pour faire son métier, à garantir les performances pour dérisquer en fait tout le modèle, et puis avoir une approche un petit peu clé en main, parce que finalement dans le monde du bâtiment c'est extrêmement atomisé. Donc on dit souvent il y a deux types de stratégies, soit l'intégration, soit la concentration sur une partie de la chaîne de valeur. Le monde de l'énergie et de l'immobilier a certainement besoin de plus de simplicité. Et là-dedans, finalement, l'intelligence artificielle, le digital, on l'appelle comme on veut, souvent c'est des gros mots, mais un rôle à jouer. Je pense que l'intelligence artificielle, depuis un an, a pris une part plus importante dans les médias, peut-être un petit peu dans nos vies avec l'émergence d'OpenAI, mais finalement, et vous l'avez dit tout à l'heure sur le fait de si on ne mesure pas, on ne peut pas optimiser, c'est un petit peu ça. Le monde de l'énergie, du bâtiment est un petit peu en retard sur son utilisation du digital, et je vais conclure là. Et finalement, avec l'algorithmie, vous pouvez prendre le contrôle sur des choses qui n'étaient pas en contrôle aujourd'hui, c'est-à-dire la température qui fait à l'extérieur, c'est ça qui va influencer les consommations, l'usage du bâtiment, la température de confort qu'on souhaite. Et donc si vous la mesurez et avec les algorithmes de machine learning vous l'anticipez, à ce moment-là, vous dérisquez votre propre modèle, parce que qu'est-ce qui empêche de s'engager sur les performances? C'est qu'on prend un risque énorme. Donc c'est pour ça que le marché ne le fait pas, ou pas beaucoup, pas assez, et surtout ne le fait pas à des niveaux d'engagement qui sont extrêmement élevés. Et donc là aussi, c'est quelque part notre contribution modeste dans un effort qui est collectif, de pousser à l'utilisation intelligente, consciencieuse et pas idéologique du digital et de l'intelligence artificielle, mais sur des usages extrêmement précis, concrets et surtout efficaces.
Et la conclusion de tout ça, c'est voilà, c'est des objectifs extrêmement ambitieux et qui sont délivrés parce qu'on a derrière la capacité de les délivrer grâce à une couche de digital. J'ai certainement un petit peu... Merci Yann Useglio, j'adore quand des professionnels de l'entreprise ont un timer et voient la difficulté, le défi de l'animation. Merci à vous. On passe tout de suite à la société Ecodrop, place aux femmes parmi les talents féminins de la Green Tech. En effet, Ecodrop offre des solutions de gestion de déchets pour les professionnels du bâtiment. Ecodrop a obtenu la labellisation Green Tech Innovation en 2020. Bah oui, parce qu'il y a un gros problème de décharge sauvage avec des déchets balancés dans la nature. Ecodrop a trouvé la solution. Marie Combario, vous êtes fondatrice d'Ecodrop, c'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà parlé depuis ce matin d'économie circulaire et de gestion des déchets, mais ça va être donc le thème du jour. J'ai la fierté d'avoir créé Ecodrop, solution de gestion de déchets du bâtiment dans un objectif d'économie circulaire pour augmenter le taux de recyclage de ces déchets. Alors, une petite présentation rapide, on s'est créé en 2017. Sur un marché énorme, puisque c'est un marché, le bâtiment, qui produit 40 millions de tonnes de déchets chaque année. Quand on regarde le BTP, c'est 286 millions de tonnes. Donc c'est le plus gros producteur, le secteur le plus gros producteur de déchets en France et dans tous les pays industrialisés. Parmi ceux-là, malheureusement, il y en a 650 000 tonnes qu'on estime être déversés dans la nature chaque année. Donc ceux que vous voyez dans la forêt quand vous faites une petite balade le dimanche ou autour des routes. Donc c'est un fléau absolument considérable. Nous adressons ce marché surtout, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, pour apporter une solution aux professionnels du bâtiment. Tous ces gens qui font des travaux, petites, grosses entreprises, 70% d'entre eux estiment que la gestion des déchets est un problème parce que les solutions ne sont pas assez agiles, ne sont pas exhaustives, les prix ne sont pas transparents et donc, alors que ça concerne 100% des chantiers, 70% considèrent que c'est un problème. Voilà pourquoi nous avons créé Ecodrop. Cette année, nous ferons entre 17 et 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes une cinquantaine de salariés et nous avons plus de 6 000 clients, petites ou très grosses entreprises. Comment est-ce qu'on a fait pour adresser ce marché et qu'est-ce qu'on a d'innovant? Nous n'avons pas de moyens de transport, nous n'avons pas d'installation de gestion des déchets, mais on s'est positionné à l'intermédiaire entre tous ces acteurs et on est quelque part le chef d'orchestre du process de gestion de déchets. On va prendre le besoin de l'entreprise du bâtiment et on va, sur la base de ce qui nous décrit, j'ai tant de déchets, telle typologie, je vais les produire dans mon chantier avec telle cadence. On va aller adresser la demande à un transporteur qui va venir déposer une benne, venir chercher les déchets et on va orienter ces déchets vers l'installation de déchets la plus proche et la plus éco-responsable qui soit en vue d'optimiser le taux de valorisation. Nous avons un double statut de courtier en déchets et commissionnaire de transport, ce qui nous permet de facturer l'ensemble de la prestation au client qui n'a donc qu'un seul interlocuteur pour tous ses besoins et qui va pouvoir donc gérer ainsi l'ensemble de son lot déchets auprès de nous. Pour le client, nous sommes donc le seul acteur en mesure de répondre de manière simple, agile et éco-responsable à l'ensemble de ses besoins de gestion de déchets partout en France. Son parcours client est extrêmement simple. Il va trouver notre solution sur Internet. Nous communiquons beaucoup en digital. Il va pouvoir exprimer son besoin, sa commande en ligne sur nos outils digitaux ou via notre service commercial. Et on est capable de lui faire une proposition de prix immédiatement ou quasi immédiatement et opérer la collecte de ces déchets dans les 2 heures quand c'est une camionnette en zone urbaine ou pour le lendemain quand c'est des big bags ou des bennes. Donc une extrême agilité. L'opération se fait, les déchets sont envoyés en déchetterie et le client a immédiatement un bon de dépôt pour assurer la traçabilité dans son mail. Un service client est à sa disposition en cas de différents types de sujets.
On l'a dit tout à l'heure, nous avons réussi à consolider un ensemble de partenariats avec des transporteurs d'une part et des déchetteries d'autre part. Et on a donc, depuis notre existence, réussi à constituer le plus gros réseau de gestionnaires de déchets en France. On est présent sur 100% du territoire et on a 1100 partenaires collecteurs et gestionnaires de déchets. On offre des solutions absolument exhaustives à tous les besoins de déchets, depuis la benne, le big bag, la camionnette. On peut même envoyer des manutentionnaires pour aller chercher les déchets à l'étage, en vrac ou en sac à gravat. On sait aussi gérer l'amiante, puisqu'on va la sous-traiter à des opérateurs agréés, des opérateurs des déchets grand volume de terre. Et le dernier né, le chantier multiflux, que nous avons appelé Multidrop pour les gros chantiers, pour accompagner le chantier à trier chaque flux de déchets, et on va orienter tous ces flux vers les unités de recyclage. Dans le cadre réglementaire en cours, c'est absolument essentiel. Je ne sais pas s'il y a des gros acteurs de la construction ici, mais c'est une solution particulièrement adaptée. Et je vais conclure ici sur les performances environnementales dont nous sommes fiers. Nous permettons d'éviter, nous estimons, 50 000 tonnes de décharges sauvages par an, et nous présentons un taux de valorisation, c'est-à-dire recyclage, valorisation énergétique des déchets de nos clients de 86%, alors que le marché est à 67%. Donc c'est une performance et nous mesurons actuellement l'impact carbone et toutes les émissions carbone évitées pour nos clients grâce à nos process de recyclage et d'économie circulaire. Au titre de ces impacts, nous sommes donc labellisés Green Tech Environnement par le ministère de l'Environnement et nous avons été soutenus à 2 reprises par l'ADEME. Bravo Marie Combarieux. Merci beaucoup. Vous avez réussi à rendre le sujet des déchets sexy. Merci à vous et je vous demande de rejoindre l'Assemblée parce que on va parler maintenant de Oga, société spécialisée dans la fabrication, commercialisation de solutions connectées dans les logements. Ces modules intelligents mesurent les consommations du logement, analysent les comportements des résidents afin d'appliquer automatiquement le scénario le plus économe en énergie. C'est basé sur le machine learning. Et oui, il y a de l'IA dans l'immobilier, mais Laurent Fantino, directeur marketing d'Oga, va en parler beaucoup mieux que moi. C'est à vous. Merci à tout le monde de nous donner la possibilité de partager ce beau projet. C'est le temps des solutions. Et en fait, on est très fiers de pouvoir présenter notre solution qui permet d'économiser, de décarboner, d'améliorer et de se loger correctement. Notre projet chez Oga, il vient d'une conviction qu'il fallait bien piloter le chauffage. On le sait tous, bien piloter son chauffage, ça veut dire baisser sa consommation d'énergie, donc maîtriser sa facture, ça veut dire participer à la décarbonation, bref, être dans ce grand mouvement de la transition écologique qui nous rassemble tous. Mais ça ne se fait pas sans problème, notamment quand on est dans le logement social, par exemple, mais pas que. On va se faire malmener par les situations. Quand on rencontre des bailleurs sociaux, quand on rencontre des acteurs de la résidence-service, on a des messages très clairs sur le fait que les systèmes intelligents ne sont pas utilisés, les thermostats connectés ne sont pas connectés, programmables ne sont pas programmés. On a moins de 20% d'utilisation correcte de ce genre d'équipement. Et alors on nous parle beaucoup d'IA, de connectivité pour résoudre tous les problèmes de la planète. Chez Oga, on a une conviction très très forte qui est que la seule technologie utile, c'est celle qui est utilisée. Donc on a voulu travailler là-dessus parce que la technologie uniquement pour les technophiles, finalement, dans le logement notamment, ça ne servira à rien. Il y a d'autres problèmes du même type, pas simplement pour les utilisateurs, mais pour les installateurs, pour les gens qui déploient les solutions, des problèmes de commissionnement complexes, où on va devoir, dans des immeubles où il n'y a pas de connexion, recréer une connexion avant de pouvoir déployer. On va avoir des problèmes de pérennité dans le temps avec les solutions connectées. On a, bref, tout un nombre d'obstacles au déploiement de solutions intelligentes aujourd'hui, qui, en plus, sont déployées dans des patrimoines souvent très variés, avec des typologies de chauffage multiples, avec des typologies de bâtiments diverses, anciennes, neufs, rénovations, avec des très belles enveloppes parfois auxquelles on ne peut pas toucher. Je pense à la belle cité Jardin de Suresnes. Hors de question, sur un site classé, d'aller faire de l'isolation par l'extérieur. Il faut trouver d'autres solutions. C'est finalement donc la chose à laquelle on a travaillé. On a travaillé en essayant de le faire de façon simple à déployer,
simple à utiliser et simple à maintenir. C'est ainsi qu'on a créé l'EcoTouch. L'EcoTouch, c'est un thermostat auto-apprenant, c'est un module intelligent. Ce petit boîtier va aller se loger dans le tableau électrique d'un logement par quelques biais de la consommation électrique, de la température du logement, va apprendre les habitudes d'occupation du logement, va apprendre l'inertie thermique propre à chaque unité d'habitation. Ce n'est pas la même chose si on est en façade nord ou sud, évidemment. On va demander un effort minime aux gens, on va leur demander de couper la lumière en partant de chez eux. On pense que c'est quand même à peu près à la hauteur, à la hauteur de tout le monde. On se dit qu'il ne faut pas rajouter à des gens dont parfois la priorité c'est de payer les factures en fin de mois, une charge mentale sur de la programmation de thermostat. Une fois qu'on a toutes ces données, on a un petit algo auto-apprenant, un algo auto-apprenant assez sympa, qui va piloter le chauffage, quel que soit le type de chauffage, qu'on soit en chaudière individuelle gaz, en chauffage électrique, en chauffage individuel collectif, en colonne montante également. On va aller ensuite appliquer des réduits de consommation, des réduits de température, le jour, la nuit. Le jour, c'est particulièrement important parce qu'on pense tous il faut baisser la température la nuit pour bien dormir. En fait, c'est pendant la journée qu'on va gagner les plus grosses économies. Donc on fait ça, on coupe aussi des veilles, on coupe de l'électricité qui n'a pas besoin d'être consommée pendant la journée et on va aller chercher des économies assez significatives. Au passage, on en profite pour tacler les obstacles à la massification de ces solutions en prenant des choix technologiques assez forts. Le premier, c'est de s'appuyer sur le edge computing, c'est de mettre l'intelligence dans le logement, de ne pas dépendre d'une solution connectée. Le cloud, c'est bien, ça ne marche pas tout le temps. Ça nous permet d'assurer un déploiement massif et rapide. Ça permet de rassurer les gens aussi sur la propriété de leurs données. Toujours un sujet qui revient. Et puis, ça assure une pérennité dans le temps. Changement de locataire, changement d'occupant, changement de box. Pas besoin de reparamétrage quand l'intelligence est dans le logement. L'autre choix technologique fort qu'on fait, c'est de faire du sans fil ni pile, prêt à pairer. Ça permet des déploiements rapides. J'entendais parler de problèmes de formation. Aujourd'hui, nous, on a pensé une solution qui puisse être déployée par un simple électricien. On n'a pas besoin d'un expert en informatique pour déployer et commissionner ce genre de solution. Donc, avec ce genre d'approche, on arrive à tacler ces problèmes. Le sans-pile permet aussi de simplifier la maintenance, à peu près de la supprimer. Et puis, l'histoire ne serait pas complète si on n'avait pas décidé de fabriquer en France. Aller faire notre électronique à l'autre bout du monde n'aurait pas de sens. On le fait à côté de chez nous. On fait préappairer nos systèmes par une entreprise adaptée parce qu'on est persuadé que tout le monde doit participer de ce mouvement de transition écologique. Et puis, il est question de solutions. Et j'ai entendu parler ce matin de fausses bonnes idées. Il faut des solutions qui fonctionnent. Donc, on a la chance d'avoir une solution qui, aujourd'hui, a fait ses preuves. Fait ses preuves dans le logement social, mais aussi dans le neuf avec des bailleurs, avec certains beaux projets, avec des promoteurs, aussi dans des résidences-services, des foyers, donc sur différents types de patrimoine. On mesure sur nos 10 000 logements déployés aujourd'hui de façon assez cohérente et assez consistante des économies de 20% sur les consommations énergétiques, qu'elles soient sur le gaz ou sur l'électricité. Et on est assez content d'avoir pu compiler en fait cette donnée pour en faire une économie carbone et de se dire qu'on efface 30 000 tonnes carbone par l'installation de nos systèmes. On est à 300 kilos par an et par logement équipé, de façon très comment dire, synthétique? Oui, non, très pessimiste presque. On a fait des calculs, on a vérifié les données, on a enlevé 20% parce qu'on s'est dit qu'il ne fallait pas être trop ambitieux et pas aller chercher un coût du carbone de l'électricité produite en Pologne, parce que ce n'est pas très honnête. Donc voilà, on a enclenché un mouvement, on arrive à le faire et on est tout à fait prêt à être accompagné, à jouer avec de grands acteurs pour emmener ça plus loin. Merci. Merci beaucoup, Laurent Fantino, d'avoir été synthétique. Vestac conçoit et construit des bâtiments bas carbone à partir de panneaux de murs et planchers en ossature bois, en s'appuyant notamment sur un logiciel de conception architecturale, un système de construction industrialisé. Vos bâtiments ont une empreinte carbone 3 fois meilleure, c'est 2 fois plus rapide à construire. Formidable, on dirait que vous avez tout compris. Et je vous présente Sylvain Boja, cofondateur de Vestac. Allez-y, oui. Non, alors l'autre, peut-être vous en avez un autre à côté. Bonjour, ça marche mieux. Merci beaucoup. Vestac, c'est une société dont je vais vous raconter l'histoire en prenant quand même un point de départ important quand on parle de transition.
Aujourd'hui, le secteur du bâtiment, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. On a parlé économie d'énergie, mais il ne faut pas oublier le poids carbone de la construction. Le problème, c'est que construire de manière plus respectueuse de l'environnement, ça coûte à peu près 20 à 25% plus cher. Et c'est le sujet clé en matière de transition. Sinon, on va droit dans le mur. La transition, elle ne se fera pas au détriment du pouvoir d'achat immobilier des ménages. La transition, elle ne pourra pas se faire indéfiniment au prix du quoi qu'il en coûte. Si vous lisez les notes d'Olivier Blanchard, vous voyez, on ne va pas pouvoir soutenir la dette de manière éternelle. Alors le problème du secteur de la construction, c'est un des secteurs qui a connu le moins de gains de productivité ces dernières années, et c'est ce sujet-là qu'on veut adresser. Je suis convaincu que la solution, c'est une solution technologique pour arriver à résoudre ce problème, qui est de réconcilier la construction durable et le logement abordable. Et ces technologies, elles sont de deux ordres. Elles ont trait à la conception digitalisée et à la construction industrialisée. Alors Vestac, c'est une société qui conçoit et construit des bâtiments bas carbone. On travaille pour des promoteurs, pour des bailleurs sociaux, à qui on permet de réaliser des programmes avec une empreinte carbone 3 fois plus faible, 2 fois plus rapidement et sans aucun surcoût par rapport à la construction béton. Comment on y arrive? En mobilisant 3 technologies. La première, c'est une technologie de conception. On va venir intégrer la chaîne de valeur verticalement et faire ce que les anglo-saxons appellent du design for manufacturing. Il faut arriver le plus tôt possible pour concevoir les projets de manière optimisée, en matière d'empreinte carbone évidemment, mais également derrière pour qu'ils puissent être préassemblés, préfabriqués de manière industrialisée, qu'on puisse gagner en productivité et qu'on puisse produire de manière un peu moins artisanale nos bâtiments. Alors notre solution, on la met à disposition des architectes. Elle permet d'automatiser, d'accélérer le processus de conception et puis de collaborer de manière plus efficace jusqu'à l'envoi des instructions de production de manière digitalisée vers nos usines où on préfabrique les pans de bâtiments. Alors on préfabrique ces bâtiments sous forme de modules 3D. Vestac fait de la construction modulaire en ossature bois. On va préfabriquer des éléments de plancher, de murs, les assembler entre eux. Notre spécificité, c'est qu'on fait de la demi-mesure. On ne peut pas forcer le même design partout en France. On ne peut pas forcer à faire rentrer des cubes dans des parcelles qui ne sont pas faites pour ceci. Donc on avait besoin de trouver une solution qui nous permette de nous adapter aux contraintes et de faire de l'efficace et du beau. On a réussi à faire cela grâce à cet outil digital qui nous permet de gérer la complexité associée à cette demi-mesure, c'est important, et pouvoir proposer des modules dont les dimensions peuvent être adaptées aux contraintes d'une parcelle, dont les matériaux de façade peuvent être choisis par le client en fonction d'une panoplie quasiment infinie, une fois qu'on mélange les toitures, les façades, les parements intérieurs, etc. C'est ce qui nous permet de nous adapter à une grande partie du marché et de le faire de manière très efficace parce qu'on va intégrer à peu près 90% de la valeur lors de l'assemblage des modules en usine. On fabrique non seulement la structure du module, mais également les réseaux vont être posés, que ce soit les réseaux d'eau, d'électricité, les parements de façade, les parements intérieurs. Et c'est là où habituellement on a de grandes déperditions d'énergie sur un chantier. Vous avez tous vu ça à un moment ou à un autre dans votre vie, le balai incessant des artisans, des ouvriers qui se relaient, qui sont mal coordonnés, à qui il manque un truc, on revient, on repart. C'était ça qui était un des grands points négatifs en termes de productivité. Et comme vous l'avez compris, on produit ces panneaux et ces modules en usine. On va pouvoir gagner par l'alliance de certaines machines-outils que l'on a même conçues en interne pour certaines, et puis la digitalisation d'une partie des instructions qu'on met à disposition des ouvriers, parce qu'on a évidemment des ouvriers dans nos sites de production. Je pense que c'est très important, on a parlé de réindustrialisation, c'est un point clé. Évidemment, sur ce type de métier, dans le secteur du bâtiment, sur ce type de volume, ça ne se fera pas sans une filière locale. Il faut créer des emplois, c'est important pour tout l'écosystème. Il faut évidemment éviter de transporter des pondéreux sur des distances conséquentes. Et puis, il y a un enjeu de souveraineté technologique. Comme vous l'avez compris, on a des technologies de conception, il y a la gestion du jumeau numérique derrière du bâtiment. Donc, c'est très important de développer une filière française
Et quand je vois que certains acteurs vont faire des alliances avec des industriels anglais ou je ne sais quoi qui n'ont même pas d'usine en France, moi je trouve ça particulièrement inquiétant. Heureusement, il y a beaucoup d'autres acteurs qui travaillent aujourd'hui sur le modulaire avec lesquels on arrive à signer des partenariats et à avancer pour pouvoir déployer ce projet à fort impact environnemental et social, réduction des nuisances, division par 3 des émissions de gaz à effet de serre, et j'en passe. Alors ça permet de réaliser des bâtiments résidentiels collectifs, des lotissements pour du logement social, des projets multi-usages avec des crèches par exemple, des résidences étudiantes, et c'est un mouvement qui se massifie, c'est ça qu'il faut avoir en tête, qui va être clé dans les prochaines années. Dernière nouvelle en date, c'est par exemple l'engagement qu'ont pris tous les grands maîtres d'ouvrage publics au cours du mois d'octobre de réaliser 50% de leur construction via des process de construction hors site. Donc c'est une filière qui est en pleine expansion, en pleine transformation. Et c'est essentiel parce que ça va permettre également de résoudre certains des problèmes de formation qu'on a brièvement évoqués tout à l'heure, où évidemment on arrive à faire plus dans un monde contraint. Merci Sylvain Vaugeard, on peut l'applaudir. Arnaud Marchand a fondé Zeom, qui fait partie du groupe Zilip, une start-up PropTech en 2023. Elle est spécialisée dans la construction modulaire écologique en bois. C'est un opérateur de transition industrielle et avec le soutien de 45 investisseurs, la plateforme de crowdfunding Proximia, il a pu lever 2,2 millions d'euros. Bravo Arnaud Marchand, c'est à vous. Merci. Merci bien, merci à tous d'être présents. Donc je vais vous présenter effectivement, je vais prendre la petite zapette, le projet Zeom. Donc moi j'ai été à la tête ces 12 dernières années de 4 unités de production. Donc j'étais plutôt comme Vestac il y a quelques temps et j'ai revendu ma dernière unité de production à un grand groupe immobilier. Et j'ai souhaité plutôt partir dans l'ingénierie industrielle plutôt que de reprendre la tête d'unité de production. C'est de mettre à bon escient à tous ces acteurs de la construction bois, tout notre savoir-faire que j'ai pu acquérir ces 12 dernières années et de structurer la filière. Donc on ambitionne effectivement de faciliter la construction industrialisée bas carbone. Pourquoi faciliter? Parce que quand vous déployez de l'ingénierie, on vient de le voir avec Vestac, de la construction modulaire, ça demande beaucoup de R&D, c'est des fonds, c'est du temps et toutes les entreprises n'ont pas le temps de le faire. Certaines n'ont pas non plus la notion, donc nous on va les accompagner sur ce sujet-là. On travaille aussi sur la rénovation énergétique avec des façades industrialisées. Aujourd'hui, mais je crois que ce n'est pas la bonne présentation, mais ce n'est pas grave, c'est accompagner, structurer et développer la filière et les acteurs. Donc on a 3 sociétés dans le groupe. Je confirme, ce n'est pas du tout la bonne présentation, mais ce n'est pas grave, je vais m'en sortir. Donc on travaille sur Factory, qui ne s'appelle plus Factory, mais Equity. Alors Equity, comme son nom l'indique, parfois, quand on va proposer nos services à des industriels de la construction bois, ils comprennent les projets de moderniser les outils, développer des systèmes constructifs. Mais parfois, à 53 ans ou 57 ans, les dirigeants me disent « j'ai pas forcément, moi, l'envie de transformer seul mon entreprise. Pourquoi vous ne viendriez pas au capital ?» Donc, on a créé effectivement un fonds d'investissement. Nous avons 4 acquisitions d'entreprises de façon majoritaire, 2 en France et 2 en Amérique du Nord, puisque nous sommes très présents au Québec. Et oui, le Québec, le métier du bois n'a plus aujourd'hui à démontrer son savoir-faire. Par contre, il faut savoir que l'industrialisation n'est pas existante au Québec. Donc, on se développe à travers Equity. Zeom Design, c'est la structure, c'est toute l'ingénierie. Donc, on va retrouver des développeurs, des spécialistes du DFMA, des spécialistes de la production. On revend, on développe des lignes de production. Nous sommes revendeurs d'une ligne de production française et nous développons actuellement une ligne robotique 6 axes avec KUKA, un très grand fabricant de robotique. Cette ligne 100% française sera présentée au mois de juin l'année prochaine et cette ligne sera déployée dans toutes les unités de production, qu'on soit actionnaire ou service client. Et puis la dernière fille du groupe, c'est Zeom, c'est une société de maîtrise d'œuvre qui n'opère qu'en Bretagne. On est plutôt sur du logement biosourcé, 100% bois. Ça nous permet d'éprouver aussi nous-mêmes nos propres dispositifs. Donc voilà, donc je vais essayer d'aller chercher ce qui nous intéresse le plus dans tous ces slides, c'est la mutation nécessaire de l'industrie. Je vous ai mis
une petite frise de ce qu'est la transformation industrielle automobile comparée au bois. Si on compare au bois, on est simplement à la 2e génération. Pourquoi? On sait fabriquer en masse, par contre on n'a pas fait notre évolution. La robotique, l'industrialisation, les commandes numériques, le BIM, tout ça, c'est assez complexe et les entreprises ont besoin d'être accompagnées. Donc notre enjeu, c'est d'accompagner effectivement ces entreprises. Je ne vais pas passer tous les slides, je suis désolé parce que ce ne sont pas les bons. Je vais juste vous donner notre stratégie. On est présent sur 3 continents. L'Amérique du Nord nous monopolise beaucoup de temps aujourd'hui. Je l'ai dit, Québec, Canada, États-Unis, c'est un gros marché pour nous. On se déploie. Nous sommes en acquisition de 2 unités de production, dont une, on va être très fiers, qui est le plus gros fabricant de panneaux 2D pour les États-Unis et notamment sur la côte Est, New York et Boston. Donc on espère que cette entreprise devienne française très rapidement. Une entreprise en France aussi qui va être acquise très prochainement dans les 15 jours à venir. Et puis nous sommes présents aussi en Afrique. On travaille depuis maintenant 6 mois avec les gouvernements d'Afrique centrale. Il faut savoir qu'en Afrique centrale, c'est la 2e forêt du monde après l'Amazonie. C'est le 2e poumon. Et les Africains aujourd'hui ont pris leur destin en main en voulant industrialiser aussi la construction bois. Il faut savoir que le bois n'est pas utilisé en Afrique, c'est du béton. Le bois qui est coupé en Afrique est exporté beaucoup sur la Chine, un peu sur l'Europe. Donc notre enjeu aussi, c'est d'implanter une première unité de production au Cameroun, où nous serons présents au 1er semestre l'année prochaine, et puis d'autres pays, Gabon, Côte d'Ivoire aussi, qui nous sollicitent. Donc on est très présent aujourd'hui sur l'accompagnement, la structuration de la filière bois à travers des services et de la vente de lignes de production. Voilà, sans slide. Merci beaucoup Arnaud Marchand. Et oui, on s'adapte quand on est entrepreneur et quand on est animateur. Des talents innovants, des acteurs emblématiques, des institutions coopèrent ensemble pour des chantiers plus durables, des espaces plus confortables, des surfaces mieux occupées, vous l'avez compris. Magnifique de voir cette vitalité dans le secteur immobilier face à l'enjeu gigantesque de rénovation et de sobriété foncière.